Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La France, secouée par une flambée d'actes antisémites, l'antisionisme sera désormais associé à la définition de l'antisémitisme à la demande du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça implique? L'antisémitisme est-il aussi alimenté par le complotisme? L'Église catholique peut-elle changer sous la pression continue des scandales d'abus sexuels? Le pape a convoqué un sommet au Vatican. Que peuvent espérer les victimes? Cela signe-t-il la fin de l'impunité au sommet? Et question de fond, celle de la sexualité. L'Église est-elle en capacité d'en débattre? Qui est derrière le piratage du Parlement et de partis politiques australiens? 4 nations seulement en seraient capables. La Chine, les États-Unis, Israël et la Russie. Une cyberguerre a-t-elle déjà commencé? Est-elle avant tout et pour l'heure une guerre numérique de l'information? Voilà pour le sommaire et pour en parler, voici tout de suite nos kiosqueurs. Julien Lebotte, journaliste et réalisateur d'un programme numérique, tous les internets pour la chaîne de télévision arte.tv, également consultant sur des projets d'innovation dans les médias. Bonjour. Bonjour, Marie Malzac, journaliste au service religion de La Croix. La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque. Voici une cette semaine consacrée aux abus sexuels dans l'Église. Auparavant, vous étiez basé à Rome pour une agence de presse couvrant l'actualité du Vatican. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient pour de nombreuses publications. Et enfin, Michael Zamès, rédacteur en chef à Public Sénat, chaîne française d'information politique et parlementaire. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous 4. Merci d'être ici en plateau pour ces débats qui s'annoncent tout à fait intéressants pour nous livrer votre analyse. Nous en parlions la semaine dernière. En France, en un an, les actes antisémites ont grimpé de 74%. Ces dernières semaines, tags et gestes haineux se sont multipliés. Mardi encore, des dizaines de sépultures d'un cimetière juif ont été profanées. Et samedi dernier, il est un peu plus de 15h lorsque le philosophe Alain Finkielkraut sort d'un taxi et s'apprête à rentrer chez lui. Les insultes pleuvent, adressées par des gilets jaunes, un moment de violence pure. Julien, une réaction à ces images, c'est un épisode antisémite de plus dans cette flambée de violence antisémite que connaît la France? En tout cas, c'est épouvantable à voir. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de circulation de ces images et de ces vidéos. Et enfin, c'est terrorisant. Après, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse, entre guillemets, dans mon travail le plus souvent, après, c'est d'observer comment tout ça fonctionne, comment tout ça circule et comment tout ça structure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un débat public. Alors ici, on est sur un plateau de télévision, tout est bien normé, chiadé, on répète, on discute, on réfléchit aux angles. En fait, sur les réseaux, tout va très vite. Et il y a aussi les mécaniques de recommandation qui jouent. C'est-à-dire que vous avez des plateformes sur la base desquelles les gens se nourrissent, échangent, discutent. Vous avez beaucoup de recommandations et ce sont des plateformes qui sont structurées autour des émotions, autour parfois de la colère, du rire ou de choses comme ça. Et donc, par ces mécaniques un peu de recommandation, on se retrouve à avoir des gens qui parfois ne sont pas forcément armés face à une société qui parfois peut être considérée comme violente parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'on est au chômage, parce que ceci, parce que cela. Mais si on est nourri que par ces plateformes-là et si on n'est pas armé par de l'éducation aux médias ou des choses comme ça, eh bien ces plateformes elles-mêmes, elles vous conduisent à être, comment dirais-je, nourris par des contenus qui sont vraiment insupportables. Michael. Ce qu'il faut voir, c'est l'après. Il y a eu, c'est vrai, cette déferlante dans les quelques minutes et dans les quelques heures, c'était un week-end. Et après, l'aspect politique qui est rentré en compte en France et à l'international, parce qu'il y a eu effectivement un mouvement au niveau international qui a amené à la prise de parole du président de la République. Prise de parole importante, bien évidemment. Ce qu'il faut donc voir là, c'est l'impact de l'image sur... En même temps, vous l'avez dit, Sylvia, tout à l'heure, on est dans un contexte de crise majeure, des gilets jaunes, où tout se déverse. Et donc,
la prise de parole du président de la République, on va y venir bien évidemment sur un angle politique, mais il y a aussi cette incidence sur l'aspect Internet et sur la réglementation. Et ça, il va falloir, dès demain, s'il y a des lois qui vont être votées au Parlement français, y faire extrêmement attention et voir la réglementation de tout ça, parce qu'effectivement, ce déversement d'images et de paroles est terrible. Si on revient à l'extrait qu'on vient de voir, on a l'impression qu'une insulte antisémite se glisse au milieu des autres insultes. On oublie ce qu'est aussi la gravité de l'antisémitisme à voir cet extrait. J'ai l'impression qu'entre effectivement l'épisode qui a concerné Alain Finkielkraut et les différents épisodes de vandalisme, etc., on reçoit à nouveau en pleine figure cet antisémitisme dont on pense toujours peut-être qu'il est finalement plus aussi fort, etc. Et c'est vrai que ça appelle à la vigilance et à se poser la question de comment faire. C'est vrai, au-delà de l'aspect purement juridique, purement législatif, et vous en parliez tout à l'heure, la question de l'éducation. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, j'imagine, dans nos différents titres aussi, sur comment faire pour, à notre mesure aussi, contribuer à une meilleure prise en compte de ce programme. On parle aussi d'éducation aux médias et je crois que c'est vraiment, ça va vraiment être là que va se situer l'enjeu des prochaines années. Slimane, comment on explique que l'antisémitisme, au travers des siècles, au travers du temps, ne disparaît jamais? Parce que là, on parle de résurgence en ce moment, mais en réalité, il ne disparaît jamais vraiment. Il est surtout un phénomène de l'Europe occidentale, plus que de l'Amérique du Nord ou d'ailleurs, de l'Europe occidentale et de la Russie au XIXe siècle. Eh bien, il y avait d'abord l'antijudaïsme, c'est-à-dire on reprochait aux Juifs d'avoir tué le Christ, etc. Mais l'antisémitisme est une création moderne, c'est-à-dire quand les Juifs au XIXe siècle ont été émancipés et qu'ils sont sortis des ghettos où ils étaient confinés, méprisés, et souvent pogromisés, ils sont devenus des individus comme les autres. Et beaucoup sont sortis aussi de la synagogue, pas seulement du ghetto. Et donc, ils sont devenus journalistes, banquiers, politiques, syndicalistes. Et du coup, comme ils n'étaient plus religieux, on ne pouvait plus leur reprocher leur judaïsme. Et c'est là qu'à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, on dit non, non, même s'ils ne sont plus religieux, ils se sont des sémites. On racialise, on ethnicise leur origine. Donc, si c'est des sémites, eh bien, on va devenir des antisémites. Et donc, quoi qu'il fasse, un juif restera toujours quelqu'un de malfaisant. C'est cela le racisme anti-juif qu'on retrouve dans d'autres formes de racisme. Aussi beaucoup avec moins de virulence. Et avec beaucoup de stéréotypes toujours, avec aussi cette idée, et c'est une enquête récente qui le disait, 22% des Français aujourd'hui se disent d'accord avec l'idée selon laquelle il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Est-ce que ça explique en partie, il y a cette espèce d'aller-retour entre complotisme, antisémitisme, est-ce que les deux se nourrissent? Est-ce que l'un nourrit plus l'autre? J'ai lu aussi cette enquête, et notamment avec les thèses d'extrême droite ou d'extrême gauche, souvent aux extrêmes, bien évidemment. Et c'est vrai que le complotisme, entre guillemets, qu'on retrouve au sens très très large, et qu'on retrouve aussi beaucoup sur Internet quand même, parce que ce complotisme, il est surtout sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme. Là aussi, il faudra faire la différence peut-être de vocabulaire un peu plus tard, oui. Mais on le retrouve quasiment sur tout. Vous avez des thèses sur des attentats, vous avez des thèses sur tout et n'importe quoi, et le complotisme gagne petit à petit, il s'ancre dans notre société, et il s'ancre via Internet. Peut-être que ça aussi... Non, mais c'est que c'est une caisse de résonance, en fait, en réalité. C'est-à-dire que le problème vient des hommes... La caisse de résonance, elle commence à prendre beaucoup de résonance, quand même. Exactement, mais précisément parce que par-dessus ça, on a une infrastructure numérique et technique, par exemple les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., dont la mécanique, dont l'huile principale, c'est les émotions, les recommandations, et donc les pires aspects, quelque part, de l'humanité se trouvent démultipliés et survisibilisés, en un certain sens. Et ça, c'est problématique. Alors, Marie et Slimane ensuite. J'ai l'impression aussi qu'en fait, l'antisémitisme tel qu'il se présente aujourd'hui est en quelque sorte polymorphe. Enfin, on a l'impression qu'il a plusieurs origines, plusieurs sources. Il y a bien sûr les clichés ancestraux de l'argent, etc. Et puis il y a aussi une forme d'antisémitisme qui vient des personnes en provenance du Maghreb qui se sont installées ici, et voilà, avec un antisémitisme finalement assez culturel et qui a pris racine et qui a proliféré dans des quartiers, parfois dans des situations difficiles, etc. Et en fait, il y a tout ça qui s'agglomère et qui fait un peu ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle depuis 10 ans le nouvel antisémitisme. En réalité, est-ce qu'aujourd'hui, cette définition du nouvel antisémitisme que vous avez tracée brièvement, est-ce qu'elle permet de définir la situation actuelle en 2019 ? Je crois que c'est très risqué de donner ce type d'explication parce qu'on procède au même amalgame qui nourrit l'antisémitisme. C'est-à-dire ce n'est pas parce que 10, 20 ou 40 individus
prononce des vociférations antisémites ou attaque des juifs, que ça devient une marque de fabrique musulmane. Parce que dire un antisémitisme musulman, ça veut dire qu'il a partie prenante que n'importe quelle personne d'apparence peu ou pro-musulmane est plus ou moins porteuse. Non, mais bien sûr, il n'y a pas d'amalgame sur le fait que tous les gilets jaunes ne soient pas antisémites. Les amalgames, bien évidemment. Tous en même temps, Marie, je vais mais bien évidemment. Un des plus grands malheurs dont ont souffert les juifs, c'est l'amalgame. Absolument. Donc on ne peut pas guérir les excès d'un amalgame par un autre amalgame explicatif. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut quand même analyser d'où viennent les ressources, les ressorts de cet antisémitisme actuel. Et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Mais bien sûr. Il faut les faire et on les connaît. Par exemple, pourquoi le complotisme est rattaché aux juifs ? Parce que dans la littérature classique, dans les grands classiques de l'antisémitisme, on parlait du complot judéo-bolchevique ou judéo-maçonnique. Je veux dire, ce sont des concepts qui ont été ressassés pendant des générations dans toute l'Europe. C'est pour ça que dès qu'on entend complot, tout le monde relie ça aux Juifs, et les Juifs en ont payé suffisamment le prix pour qu'on puisse s'en affranchir. Michael. Moi, je vais m'attacher juste aux faits et aux chiffres, si vous voulez bien. J'ai regardé un petit peu de près. Donc, plus 74% d'actes antisémites et racistes en 2018. Ça ne date pas que des Gilets jaunes. 69% bien avant la crise des Gilets jaunes, dans les 9 premiers mois de l'année. Donc là aussi, il faudra faire attention à ce qu'on raconte. Et ça fait 541 actes, insultes, tags, menaces, dégradations, violences contre les Juifs pour des propos racistes et antisémites. Voilà, moi je voulais juste m'attacher à ça. Et un autre fait, ça date également depuis l'an 2000, avec cette délinquance antisémite qui est montée, avec l'explosion de cette deuxième intifada qui a un peu ravagé aussi dans les quartiers français et qui a pris là aussi effectivement une montée au niveau national. Mais donc le combat pour lutter contre les amalgames, c'est le combat pour l'éducation. D'où la nécessité. Bien sûr, voilà. Évidemment. Et on va voir quelles sont les mesures proposées par le président français, puisque c'est dans ce contexte que jeudi soir, il a tenu un discours attendu au Conseil représentatif des institutions juives de France. Le président Emmanuel Macron a annoncé, entre autres, que l'antisionisme serait désormais associé à la définition de l'antisémitisme. Écoutez. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Alors, une première réaction, Slimane. L'antisionisme, c'est quoi? Quelle est la différence avec l'antisémitisme? Et est-ce que ce que dit le président Macron peut potentiellement poser problème? Mais il a dit lui-même 2 jours avant que ça poserait problème, parce qu'il n'y a pas déjà de définition standard, consensuelle de ce que c'est que l'antisionisme. Le sionisme, on sait. Non, on ne sait pas. Il n'y a pas une définition standard juridiquement encadrable. Juridiquement, il y en a peut-être une, mais tout le monde n'est pas d'accord dessus. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc, l'antisionisme, le sionisme, c'est l'idéologie nationale qui considérait à l'époque de l'affaire Dreyfus, où l'idéologie a pris forme, que la seule solution pour que les Juifs arrêtent d'être pogromisés, soumis à la persécution en permanence, c'est de créer un État juif. Et c'est donc normaliser les Juifs en leur donnant un État pour qu'ils deviennent comme tout le monde. C'est une idée politique? C'est une idéologie nationale, comme le panarabisme, le panturquisme. Et à l'époque, la majorité des Juifs étaient contre ce type, en tout cas en France, cette solution, et même dans les Juifs, par exemple, au Moyen-Orient, il y avait d'autres solutions, c'est-à-dire la lutte pour les droits, l'égalité des droits, pour le contrat social. C'était ça la solution. Donc si on vient au propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça implique? Alors, sur le plan pénal, ça n'implique rien du tout, car on voit mal comment on pourrait interdire, qu'est-ce qu'on pourrait interdire de critiquer? La politique israélienne, les gouvernements israéliens. C'est très très flou. Par contre, ce qui est condamnable, c'est que parfois des antisémites patentés se cachent derrière des critiques antisionistes pour faire de l'antisémitisme du bon vieux antisémitisme. Michael. Il y a une recommandation qui a été formulée au niveau européen, notamment pour mettre de l'antisémitisme comme une forme moderne, que l'antisionisme soit une forme moderne de l'antisémitisme. Mais il n'y a rien au niveau légal. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui faire un procès pour antisionisme. Donc c'est symbolique? C'est peut-être dans cette idée d'éducation. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le plan de la définition, on peut introduire
l'antisionisme comme une des formes sous lesquelles se cacherait l'antisémitisme. Auquel cas, il n'y aura pas de loi, auquel cas les magistrats, les policiers seront amenés à scruter, ou les enseignants, merci, à scruter derrière les déclarations antisémites si quelque part ce n'est pas un masque. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit que ce serait rendre un mauvais service à la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est pour cela que dans ce même discours, il va tout de suite sur un autre terrain. Ça, c'était un acte un peu symbolique. Un autre terrain qui est la loi, une prochaine loi contre l'anonymat sur Internet. Ben, c'est vrai, on en revient toujours un peu à cela, on est d'accord. Lever cet anonymat, il appelle que les masques des lâches, voilà, je reprends les propos d'Emmanuel Macron, et c'est peut-être cette loi-là qui est le plus importante dans le discours d'Emmanuel Macron, à part le côté symbolique de ce qu'il est. Dans ces propositions, Julien, on revient toujours à l'Internet, on voit bien que c'est compliqué. Là, on tourne en rond quand on propose d'enlever l'anonymat, parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Alors déjà, l'anonymat en tant que tel, enfin, je veux dire, on peut avoir de l'anonymat dans la vie publique aussi. Il y a des gens qui utilisent parfois des pseudonymes. Enfin, l'anonymat n'est pas, par définition, toujours mauvais. Et donc, ça pose aussi tout un tas de questions. En revanche, le fait qu'il faille réguler, réfléchir aujourd'hui à la fois à l'accès à l'information et aux modalités de diffusion de l'information, c'est une question très très importante. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'antisionisme, qui peut être l'un des masques de l'antisémitisme contemporain, tout ça se retrouve souvent dans les thèses complotistes qui elles-mêmes se diffusent allègrement sur des plateformes qui irriguent entre guillemets une partie de la jeunesse qui ne regarde plus TV5 ou qui ne regarde plus France 2 ou qui ne regarde plus Arte, mais qui s'informe autrement. Et c'est là que le combat il se positionne. Donc quelles sont les bonnes lois, quelles sont les bonnes stratégies d'éducation pour armer les plus jeunes et parfois aussi les plus anciens à ces questions-là? C'est très, très, très compliqué. En tout cas, lutter contre l'anonymat n'est pas la réponse, n'est pas l'alpha, l'oméga, à mon avis, de cette lutte-là. Parfois, encore, malgré l'Internet, c'est dans la rue et physiquement que ça se passe. Il y a eu des marches cette semaine en France, à Paris, dans plusieurs villes de France. À Paris, il y avait par exemple 20 000 personnes. Oui. C'est décevant comme participation? Alors, je ne sais pas si c'est décevant. Moi, je crois qu'on peut, en tous les cas, se réjouir d'une forme de sursaut qu'on a quand même pu observer. En termes de chiffres, je ne sais pas si on aurait dû attendre plus ou quoi, mais en tout cas, j'ai le sentiment quand même qu'une bonne partie de la population prend la mesure de la gravité. Après, est-ce que les populations les plus touchées par le risque de propos antisémites, etc., vont avoir une espèce de démarche pour essayer de comprendre, etc., ça je ne sais pas. Et on revient à la question de l'éducation, et je crois que c'est un thème tout à fait central, et c'est une question qu'on doit affronter. En fait, construire un monde commun, c'est très compliqué quand tu as des plateformes qui sont venues... Qui ne se rencontrent pas. Exactement. Et donc, il faut réussir à restructurer comme ça un monde commun à l'intérieur de plateformes qui ont défragmenté les expériences du monde. Oui, il y a... Alors, rapidement, d'un mot. Oui, il y a l'éducation, et il y a aussi, étant donné la pollution des esprits par le conflit du Moyen-Orient, je pense qu'il est important pour nous de présenter le conflit israélo-palestinien comme un problème politique. Il suffit, les Israéliens et les Palestiniens, quand ils parlent entre eux, quand ils s'affrontent, ils n'ont pas de fantasme de type raciste, parce qu'ils savent que le conflit est un conflit qui n'est pas cosmique, il n'est pas mondial, c'est un conflit national entre deux nationalismes sur un petit territoire, et ils se marchent. Et il y a donc un problème d'occupation, il y a un droit international, tout cela est encadré. Et ça ne devrait laisser aucune place à des fantasmes, et encore moins à des fantasmes racistes. Et de bien faire la distinction aussi entre la critique qui reste possible d'une certaine politique israélienne et de l'État d'Israël en tant que tel, qui a tout à fait le droit d'exister et qui est un sujet de droit. Et ça ne doit pas être remis en question. Michael, je vous laisse le mot de la fin rapidement. On parlait des manifestations, et juste dans les années 80, il y avait cette grande marche des racisme, etc., pour ce qui s'était passé dans le cimetière de Carpentras. Moi, je vois simplement qu'il y a encore eu des dégradations dans des cimetières. C'est l'image qui est derrière vous. Oui, quelques dizaines de tombes dégradées. Rien ne change. On va continuer à parler, on va passer à un autre thème. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans l'Église catholique après plus d'une année de crise ininterrompue. C'est donc un sommet inédit sur les agressions sexuelles qui se tient en ce moment au Vatican. Le pape a convoqué près de 200 responsables des évêques du monde entier jusqu'à dimanche. Derrière les murs du Vatican, la culture du secret est-elle en train de voler en éclats? Dès l'ouverture des travaux, le pape a voulu que des victimes puissent s'exprimer à la tribune. Cet homme, par exemple, abusé par un prêtre lorsqu'il était adolescent. Ni mes parents, ni mes amis
Ni plus tard, les autorités ecclésiastiques n'ont voulu m'écouter, entendre ma plainte. Pour le pape François, cette conférence doit marquer un avant et un après. Il a mis la hiérarchie devant sa responsabilité. Le peuple de Dieu nous regarde. Il n'attend pas de nous de simples condamnations verbales, mais des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret. Les associations de victimes y seront attentives. Elles ont imprimé une banderole avec les drapeaux de chacun des pays où des actes ont été commis. Il y en a une centaine. Hier soir, quelques victimes, notamment des Français, avaient pu rencontrer une délégation de responsables catholiques. Ils réclament un changement total d'attitude dans l'Église. Ils ne vont pas pouvoir écarter 2-3 évêques et il va falloir aller beaucoup plus loin que ça pour recouvrir la confiance. Ils sont dans une situation qui est catastrophique, qui est vraiment catastrophique. Des décennies de silence, de secret, de compromission ont mené l'Église catholique à cet examen de conscience qui va durer 4 jours et s'achever par un discours du pape très attendu. Alors je reprends les propos qu'on vient d'entendre. Marie, c'est vraiment une situation catastrophique pour l'Église en ce moment ? Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça et que depuis une vingtaine d'années maintenant que les scandales se succèdent et particulièrement cette dernière année où il y a eu une accélération, je crois que l'Église est au pied du mur et que le pape François, après quelques lenteurs peut-être, a vraiment pris à bras-le-corps le sujet en convoquant ce sommet. Qu'est-ce qu'il va en sortir de ce sommet ? Lui nous dit qu'il veut du concret. Est-ce que ça veut dire que dimanche, on aura des mesures et lesquelles ? Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on ne peut pas attendre des mesures spécifiques pour la simple et bonne raison que chaque pays a son système judiciaire propre, chaque pays a sa façon de gérer les affaires d'abus sexuels propres. Du coup, il faudra bien sûr une adaptation pays par pays. Mais ce qu'il peut donner, et déjà ce qu'il a commencé à donner, c'est des critères précis de protocole sur ce qu'il faut faire en cas d'abus sexuel. C'est des façons de procéder, mais c'est surtout une nouvelle façon d'envisager la question. De dire vraiment maintenant, c'est fini. Ce silence qui a prévalu pendant de longues années, qui en fait pouvait être résumé de la façon suivante, c'est on privilégiait l'honneur de l'institution aux victimes. Ça maintenant, ça ne doit plus avoir cours dans l'Église. Donc certains pays ont commencé à faire ce travail, d'autres sont encore très en retard. Là, il convoque les évêques du monde entier pour vraiment rendre ce problème, conscientiser sur ce problème à l'échelle mondiale. Donc, ce qu'on peut attendre, moi, je crois, de ce sommet, c'est surtout une nouvelle impulsion pour que tout le monde prenne véritablement conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Église. Il y a quand même des textes qui sont depuis 2011 qui existent au Vatican, qui ne sont pas appliqués. Donc, en gros, est-ce qu'on peut, en paraphrasant tout ça, dire que le pape essaie de changer la mentalité au Vatican ? C'est pas simple. C'est vraiment pas simple pour le pape, parce que c'est un combat qui doit être mené, mais c'est un combat, et j'espère qu'il ne mène pas ce combat tout seul. Peut-être qu'il y a aussi des gens derrière qui ne souhaitent pas que ce combat soit mené. Et ce qui est important peut-être pour l'Église aujourd'hui, c'est peut-être l'après-sommet, et de regagner un peu les cœurs, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, ils sont face à dos au mur. Et l'autorité de l'Église, qui était quand même reconnue comme autorité morale aujourd'hui, elle a pris... Vraiment, ça devient un petit peu compliqué pour elle et c'est vrai qu'elle est très affaiblie, même si elle devait parler aujourd'hui de grands dossiers de politique, ou je sais pas moi, par exemple sur la bioéthique ou sur la morale, elle n'est plus écoutée comme elle était écoutée avant dans tous les pays et les grands pays du monde. De faire un je sais pas, non mais je veux dire d'avoir l'occasion comme ça de faire un examen et de se positionner par rapport aux fidèles et de reconquérir la confiance sur la base. C'est un challenge incroyable. Parce qu'il s'agit quand même de sortir de centaines d'années en un certain sens à l'intérieur desquelles l'institution était mais elle a perdu son autorité. Mais je suis d'accord. Voilà, son autorité. Mais on peut la reconquérir. En Occident, c'est-à-dire que vous savez qu'en Europe, il n'y a plus les catholiques en Europe ne représentent que 25% à peu près des catholiques du monde. Mais la plupart des révélations que nous avons concernent le monde, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, si on regarde toutes les affaires et tous les scandales. Alors, en Afrique, on le sait beaucoup moins, n'est-ce pas ? Je parle sous votre contrôle. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des révélations en cascade sur le continent africain. Si je peux juste... Oui, termine, je vous en prie. Oui.
Allez-y. Alors, Bon. Marie. Marie. En fait, juste, effectivement, et c'est très juste, c'est qu'en fait, l'avancée dans l'Église suit aussi l'avancée dans les sociétés dans lesquelles l'Église est installée. Exactement, et c'est ce que je voulais dire, et dans le sens, et dans nos sociétés aussi, de l'Europe occidentale notamment. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, la pédophilie, on n'appelait pas encore pédophilie, était considérée, y compris par des psychanalystes de renom, que la sexualité infantile était quelque chose de tout à fait louable, naturel, et je ne vais pas donner de nom d'écrivains qui racontaient comment ils séduisaient des mineurs dans les piscines, etc. Je ne remonte pas jusqu'à André Gide, dont l'œuvre, qui est une œuvre classique, raconte comment ils séduisaient. Donc les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'abus sexuel sur mineurs est un des crimes majeur dans nos sociétés. C'est ce qui libère la parole et c'est ce qui fait que ça a autant d'écho. Michael. Vous parliez de l'Afrique tout à l'heure et j'ai noté cette semaine une phrase qui a été, je pense, sur ce plateau, qui était celle d'Odon Vallet, historien des religions, etc., qui a dit que la pédophilie n'était pas le vice des Blancs. Ça veut dire que j'imagine qu'il y a eu certainement des cas en Afrique. Il en recense, par exemple, en Afrique du Sud. Il y a eu 35 cas depuis une dizaine d'années, je crois. Répertoriés, c'est pour ça. Oui. Et même dans les écoles musulmanes et juives aussi. Tout ça remontera à un moment donné, certainement. En fait, effectivement, on en est, pour avoir un peu étudié la question, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, où au sein de la société, il y a des abus sexuels, parce que les abus sexuels, il y en a dans le monde entier, mais au niveau de l'Église, il y a très peu de cas répertoriés. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas au stade où la parole s'est libérée et a été portée aux oreilles des évêques qui auraient peut-être dissimulé des faits, etc. On n'en est même pas au cas de dans le cadre de la libération de la parole. Donc, un des enjeux aussi de ce sommet, et c'est ce qu'a dit le pape François depuis le début, c'est aussi de donner aux évêques et de leur demander de faire en sorte que cette parole puisse se libérer, c'est-à-dire d'aller chercher les potentielles victimes, de ne pas attendre. Et de les protéger le cas échéant. Et bien sûr, et de toute façon, de mettre en place des systèmes de protection, mais d'aller chercher cette parole pour qu'elle se libère, de ne pas attendre d'avoir des témoignages. C'est pour ça que c'est peut-être une bonne chose. En mais fait. Donc, qu'il ait perdu la confiance, c'était dans un certain sens logique, vu les circonstances, mais ça ne veut pas dire que par la suite, on ne peut pas reconstruire, il n'est pas possible de reconstruire une église solide. Il y a un cas spécifique, en tout cas, qui n'a échappé à personne, c'était samedi dernier, c'est une première, l'ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, a été défroqué. Autrement dit, il a été rendu à la vie civile. La Congrégation pour la doctrine de la foi l'a jugé coupable d'abus sexuels et d'abus de pouvoir sur majeurs et mineurs. C'était un signal avant cette conférence, j'imagine. Est-ce que ça signe la fin de l'impunité au sommet de l'Église ? En tout cas, parce que c'est ce qui est reproché aussi. En tout cas, effectivement, c'est un signal fort. C'est extrêmement rare. Je crois que c'était pas arrivé depuis près d'un siècle. Je n'ai plus la date en tête, mais qu'un cardinal soit renvoyé de l'état clérical, donc c'est-à-dire effectivement qu'il redevienne un laïc. C'est un signal fort, c'est un signal qui a été demandé par les victimes, par des collectifs aussi aux États-Unis. Et je crois que c'est une manière de dire, même au plus haut niveau de l'Église, un cardinal, c'est le plus haut rang, on va dire, dans l'Église. Même à ce niveau-là, on n'est plus au-dessus des lois. Et la justice des hommes reste la plus importante. Absolument. Oui. Slimane ? Et je pense que comme l'Église a une histoire très profonde qu'elle la cultive, il y a un rappel, je pense qu'on se rappelle que le motif principal de la grande réforme protestante était que était une réaction à la débauche notoire qui régnait au Vatican. C'est comparable. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'a fait Luther en faisant sa réforme, c'est de se marier. Absolument. Est-ce que c'est comparable ? Avec une religieuse, voilà. Est-ce que c'est comparable, Marie Scoville, l'Église catholique en ce moment ? Je crois que peut-être sans abuser de la comparaison, on peut effectivement se dire qu'on vit une crise historique de l'Église, comme elle en a connu plusieurs dans ces 2000 ans d'histoire, et que toutes ces crises ont été des occasions de profonds changements. Donc c'est là que je vous rejoins, c'est que ça doit être l'occasion d'un changement. Et au cœur de toutes ces problématiques, il y a la question de la sexualité. L'Église se retrouve aujourd'hui en contradiction sur même sa morale sexuelle, la morale sexuelle qu'elle développe. Comment les questions de sexualité sont abordées avec les séminaristes, avec les futurs prêtres ? Effectivement, je crois que c'est un des
grands enjeux de cette question des abus sexuels dans l'Église, c'est en fait celui de l'immaturité affective dont une partie du clergé en fait est clairement, on est en plein dans ça. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'efforts faits depuis quand même une vingtaine d'années pour améliorer la formation, en tout cas en Occident, et j'imagine aussi dans le reste du monde, mais je connais un peu moins, pour que cette dimension soit vraiment prise en compte. Mais vous parlez d'immaturité affective, pas sexuelle, donc ça veut dire que les deux choses sont distinguées ? Pour moi, c'est la même chose. L'immaturité affective, ça veut dire en fait ne pas réussir pleinement à développer des relations qui soient saines avec un autre adulte. Ça veut dire que peut-être la sexualité de certaines personnes va s'arrêter en termes de développement à un certain âge et du coup que l'attirance va être focalisée sur des plus jeunes, que ce soit des adolescents ou des enfants. Donc pour les formateurs, peut-être détecter des signaux d'alerte qui étaient peut-être passés un peu, qu'on évacuait un peu tant qu'on avait une vocation, peut-être on acceptait des personnes avec peut-être des signaux de fragilité et avoir une vigilance accrue et que la formation des séminaristes soit vraiment l'occasion pour eux de s'interroger en profondeur sur leur affectivité, sur leur sexualité. C'est un tabou qui tombe. Oui, c'est un vrai tabou. Et puis il y a un autre tabou aussi, c'était le célibat des prêtres, mais c'est un peu sous couvert, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on met ce thème par-dessus tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, comme étant une sorte d'écran de fumée. Je parle spécialiste. Non, mais effectivement, la question du célibat revient systématiquement sur la question. Je crois que vraiment... C'est une question qui est en débat dans l'Église et c'est une vraie question, c'est une question légitime et de toute façon le célibat consacré n'est pas un dogme. Donc on pourrait en finir avec le célibat par exemple. Tout à fait. C'est un sujet qui revient très très souvent. On pourrait tout à fait envisager que demain le pape décide de convoquer une grande réunion pour voir si c'est opportun de garder le célibat. Mais je crois que la question de la pédophilie c'est vraiment celle de l'immaturité affective et sexuelle. Plus que la question du célibat consacré en soi. Slimane, plus généralement, les religions sont fâchées avec le sexe, avec la question de la sexualité, ou c'est propre à l'Église catholique ? Non, c'est propre à toutes les religions. Il y a des abus sexuels dans les écoles. Il y a des cas dans les écoles musulmanes, dans les écoles juives. Je pense que c'est un phénomène universel. Quant à la sexualité, évidemment, toutes les religions codifient la sexualité de la façon la plus minutieuse. Parce qu'elles veulent le contrôle social. Et dans le cas de célibat des prêtres, le célibat des prêtres n'existe que dans l'Église catholique. Les prêtres orthodoxes et latines, les prêtres orthodoxes et les protestants, eux, se marient. Les rabbins et les imams, évidemment, se marient. Dans certains courants bouddhistes, il y a un vœu de chasteté ou un célibat sacerdotal, comme on dit. Mais effectivement, ça reste un problème propre à l'Église catholique latine, bien que en Amérique du Sud, notamment au Brésil, que je connais bien pour avoir travaillé avec l'Église pendant l'époque de la théologie de la libération, c'est connu, c'est notoire, tout le monde le sait, la plupart des évêques, leur secrétaire ou leur cuisinière, et leur campagne amoureuse. Bon, c'est pas qu'au Brésil. Et tout le monde le tolère. Beaucoup en Afrique, c'est assez fréquent aussi. Et en France aussi. En France, je pense un petit peu moins, mais peut-être pendant longtemps. Oui, mais aujourd'hui un peu moins, je pense. Est-ce que l'Église peut changer ? On va terminer là-dessus, Julien, parce que c'est vraiment la question qui se pose. Elle est perçue comme très archaïque, très figée dans le temps. On voit qu'elle tangue un peu. Est-ce qu'elle peut changer ? Vous y croyez, vous ? Moi, je suis pas du tout un expert, mais j'observe une sorte de mouvement, mais c'est assez général, une exigence de redevabilité vis-à-vis de toutes les institutions. Alors là, on parle c'est un mot très important, ouais, que je trouve fascinant, mais qui est aussi lié en partie à des combats qu'on a vus apparaître sur Internet. C'est pour ça que les choses sont jamais ambivalentes, jamais complètement ou noires ou blanches, etc., etc. Et donc, j'imagine que oui, la réforme est possible. C'est pour ça que pour moi, quand on dit qu'il y a une rupture de confiance ou qu'il y a quelque chose qui est cassé, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Le côté positif. Exactement, c'est que les choses peuvent peut-être avancer et que la redevabilité, la confiance, elle se construit dans le temps. Et donc, il faut poser des actes, il faut avancer, il faut réfléchir. Et donc, en tout cas, l'Église, elle connaît des vents mauvais parce qu'en ce moment, il y a un film qui va sortir au cinéma en France et peut-être au niveau international, on ne sait pas, c'est celui de François Ozon qui s'appelle Grâce à Dieu. Et là, ce sont des cas avérés, effectivement, et on en a fait un film. Et il y a un livre sur l'homosexualité aussi, qui connaît un succès mondial aujourd'hui. Qui est sorti hier. Qui est sorti dans une vingtaine de pays. Sodoma, enquête au cœur du Vatican. Et du coup, l'Église, elle en prend plein la figure aujourd'hui. Est-ce qu'elle va réussir à se relever ? C'est tout le défi. Marie, on va conclure avec vous. Est-ce que le pape, avec cette conférence pendant ces 4 jours,
dans l'état dans lequel se trouve l'Église catholique? Est-ce qu'il joue son pontificat? Est-ce qu'il joue la crédibilité de l'Église catholique? L'enjeu est là. Je pense que l'enjeu est là. L'enjeu est là. Je pense que c'est un tournant, en tout cas, on l'espère, un tournant historique. Et je crois que le pape a vraiment conscience de ça. Est-ce qu'on lui met des bâtons dans les roues parce qu'on dit toujours qu'il est un petit peu isolé au Vatican, ou est-ce qu'il a derrière lui la curie Alors, je pense que c'est très difficile. En interne, je pense qu'il est pas du tout dans un contexte, on va dire, qui l'aide. En tout cas, il a quand même des appuis. Hein. On les voit, c'est Monseigneur Scicluna, Hans Zollner, etc. Bon, qui ne sont pas à proprement parler pas tous du Vatican, mais il a quand même des soutiens. Mais ce sont les mêmes personnes qui, pendant des années, ont aussi contribué à un climat d'omerta, un climat de silence, qui sont toujours là. Dans le Vatican, on ne renvoie pas comme ça quelqu'un facilement. Donc, il a à faire face à des luttes internes très, très fortes. Et la clôture de cette conférence au Vatican, ce sera dimanche, clôture par une messe suivie d'un discours du pape qu'on écoutera évidemment avec attention. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Julien Lebotte d'Arte.tv, Marie Malzac de La Croix, Slimane Zeguidour de TV5 Monde et Michael Zamès de Public Sénat. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un pays a été piraté, vraisemblablement par un autre. Cette fois, c'est en Australie que ça s'est passé. Qui est à l'origine de la cyberattaque sans précédent qu'a subie l'Australie fin 2018? La question est à la une des journaux. À 3 mois des élections nationales, elle visait le Parlement et plusieurs partis politiques. Nos experts informatiques pensent qu'un agent étatique sophistiqué est à l'origine de cette attaque. Mais qu'on soit bien clair, il n'y a aucune preuve d'ingérence dans les élections. Nous avons mis en place une série de mesures pour assurer l'intégrité de notre système électoral. Si pour l'heure aucun État n'a formellement été identifié comme étant l'auteur de ces attaques, certains médias et experts informatiques australiens soupçonnent en premier lieu Pékin et n'excluent pas non plus que Moscou soit impliqué. Des suppositions condamnées par la Chine. Nous exhortons ces médias à arrêter de faire de la diffamation contre la Chine en nous taxant de soi-disant cybercriminels et à arrêter les paroles et les actions qui peuvent nuire aux intérêts de la Chine et aux relations bilatérales avec les pays concernés. Pourtant, selon les experts, la Chine fait partie de la petite poignée de pays dans le monde capables d'une attaque de ce niveau. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, je crois Israël également, qu'on peut considérer comme des pays qui ont la possibilité de mener ce genre d'attaque. La Chine pointée du doigt dans un contexte diplomatique et commercial tendu entre les deux pays. Des soupçons qui pèsent d'autant plus lourd que la Chine et la Russie ont déjà été accusées d'influencer des élections au travers de piratages informatiques. Et l'Australie a accusé lundi un agent étatique sophistiqué. Sous-entendu, Julien, la Chine ? Ça peut être la Chine. Je pense que ce qui est très compliqué en contexte de cyberguerre ou en tout cas d'opération numérique, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le smoking gun. C'est-à-dire il est impossible de trouver la preuve accablante qui montre que c'est tel pays ou tel pays qui est derrière une attaque. Ce qui est fascinant en tout cas, c'est qu'on montre que la cyberguerre, c'est bien la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut influencer, déstabiliser, se montrer à la hauteur d'un enjeu, quand on a un horizon par exemple aussi clair que la Chine, et on sait que le président Xi Jinping en Chine a mis l'horizon très très loin pour l'Empire du Milieu. Voilà, ils sont sans doute prêts à tout. Alors après, est-ce que c'est vraiment la Chine? C'est très compliqué quand même d'accuser. Il y a une petite bisbille entre l'Australie et la Chine autour de la 5G avec. Mais tout le monde est en bisbille avec la Chine. Moi, c'est ça l'erreur, parce qu'on a l'impression, on parle de la Chine parce qu'on estime que la Chine est le pays le plus éloigné de l'Australie, le moins amical. Or, on peut être espionné par ses propres amis et ses propres alliés, comme cela a été démontré. Avec les États-Unis, par exemple. Dans cette cyberguerre froide qui est totalement passionnante, c'est vrai que c'est nouveau, je trouve qu'on est tous en train de se passionner. C'est vrai que vous parliez de la 5G, et peut-être faut informer un peu tout le monde, c'est qu'avec la 5G, ce qui est en train de la bataille qui est en train de se mener aujourd'hui, c'est que demain, votre frigo, votre voiture, votre bouilloire électrique pourra être espionné. Et donc voilà ce qui est en train de se jouer aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que cette guerre, elle est totalement passionnante entre la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe au milieu, qui essaye de faire tant bien que mal un peu sa place. On est là dans une prémisse, c'est vrai que c'est une guerre qui est déclarée, une guerre numérique, peut-être que les gens ne le voient pas comme cela.
mais elle est essentielle pour notre avenir. C'est-à-dire que là, par exemple en Russie... Disons que c'est... Oui. Ouais, non, je sais pas si c'est un enjeu de puissance. Et c'est une conflictualité latente. C'est une guerre économique, c'est une guerre de stratégie. Elle est une guerre, c'est un enjeu de puissance, elle est une guerre potentielle parce que les États-Unis, donc un seul pays, contrôle la majorité d'Internet. Et rien que ça. Oui, une bonne partie. Alors en fait, il faut distinguer... Alors, en même temps. La géopolitique des câbles sous-marins, par exemple. Je suis d'accord. Voilà, alors distinguer, Julien, et on vous laisse distinguer, à mon avis, l'infrastructure technique qui a été créée en très très grande partie en fait aux États-Unis et sur laquelle en fait aujourd'hui l'ensemble du réseau quasiment repose. Et le fait qu'ensuite après il y a la sphère informationnelle. Exactement. Et après non. Et la sphère informationnelle ensuite sur la base de laquelle chaque pays est en train d'apprendre à réguler, etc., etc. En Chine, ils ont par exemple leurs propres réseaux sociaux. WeChat est beaucoup plus, ou en tout cas au moins aussi puissant que Facebook. S'agissant des câbles, la Chine est en train de construire et de tracer ses propres câbles, fait en sorte de contourner de plus en plus les câbles américains. Il y a c'est ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, donc on est d'accord. Oui, ils veulent remettre en cause ce monopole disons, encore américain. C'est vrai qu'ils créent leur propre Facebook, leur moteur de recherche, comme les Russes avec Yandex, comme les Russes avec Yandex. Yandex, les Russes, exactement, qui a été créé aussi à la fin du XXe siècle. Pardon. Non, de ce côté indépendant, je vous rejoins, c'est qu'il y a aussi les Russes, là, en ce moment, qui sont en train de faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils se sont déconnectés. Ils vont se déconnecter le 1er avril. Ils préviennent qu'ils vont se déconnecter, ils vont déconnecter le pays pour se préparer à une cyberguerre. Exactement, c'est qu'ils sont en train de se créer leur propre réseau. Donc on se déconnecte du reste du monde. Bon, ça peut peut-être engendrer des attaques en interne, même si le contrôle, c'est la Russie. Et là, on est en train de voir simplement comment ils vont le faire, parce que ça va être un exemple du côté russe. Donc on a les Russes d'un côté, les Chinois, les Américains, le reste du monde qui regarde tout cela. Qu'est-ce que ça va donner derrière? Moi, j'aimerais bien savoir, si les Russes arrivent à se déconnecter et attaquer les autres, qu'est-ce que ça peut engendrer? En plus, ce qui est marrant derrière ça, c'est qu'il y a les Russes qui essaient de mettre à disposition leur dispositif justement aux Chinois, enfin aux BRICS quelque part, et qui revendent, histoire de dire qu'ils peuvent aussi fabriquer un monde alternatif. Quelqu'un est en train de montrer exactement, les Chinois eux-mêmes, qui, y compris dans la guerre de l'information, font leur possible à la fois pour construire leur grande muraille numérique, donc maîtriser quelque part les informations qui rentrent et également les informations qui sortent. Et puis vous avez aussi des petits États qui sont très agiles, parce que depuis tout à l'heure on parle que des grandes puissances. Vous avez par exemple la Corée du Nord qui a besoin de ces hackers ou de ces pirates à la fois pour essayer de récupérer de la devise et parfois pour piquer du secret industriel. Vous avez l'Iran. Parce qu'en fait, en gros, en contexte de cyberguerre, vous avez le coût d'entrée dans la conflictualité qui est beaucoup moins importante que quand il s'agit d'engager des opérations terrestres. Et donc vous avez par exemple Obama qui veut aller ralentir des centrifugeuses ou des opérations en Iran. L'Iran, il y a quelques années, c'était arrivé en 2010, je crois. On peut très bien avoir 2 ans plus tard l'Iran qui vient de déstabiliser comme ça les institutions. Et ça leur coûte beaucoup moins cher. Dernier exemple, c'est sur l'Internet Research Agency, dont on a beaucoup parlé, puisqu'elle était derrière notamment les interférences aux États-Unis à l'occasion des élections de 2016. En fait, ça leur coûtait 1 million par mois de réussir à cibler 120 millions d'Américains dans le contexte d'une élection. Donc on est quand même face à un enjeu qui est extrêmement important et dans le même temps, pour lequel le coût d'entrée est très très faible. Donc ça veut dire que pour l'instant, on ne voit que les grandes puissances, mais on ne voit pas encore toutes les petites qui peut-être vont réussir à... Je repose la question, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une cyberguerre a commencé? C'est ce que disait la ministre française de l'Armée il y a quelques semaines. C'est pas qu'elle a commencé, on est en plein dedans. C'est un peu comme la guerre des monnaies, c'est-à-dire c'est quelque chose, dès lors que la technologie existe, la guerre est en marche. Simplement, on a dit pendant des années qu'il y avait une espèce de paix des braves. Est-ce que là, on est passé dans une phase plus offensive? C'est une guerre en dentelle, si vous voulez. C'est pas une guerre à coups de canon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang. Mais ça fait des dégâts. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est l'autonomie que la Chine et la Russie, face aux Américains, sont en train de développer. Déjà, ils ont commencé par le GPS. Les Russes et les Chinois ne dépendent plus du GPS américain. Les Européens sont les derniers à avoir obtenu aussi le leur. Donc il y a 4 types de GPS. On n'est plus totalement dépendant du GPS américain. Sur le plan d'Internet, les Chinois et les Russes sont les plus avancés là-dessus. Comme on le disait, les Chinois et les Russes ont leur propre Google, leur propre moteur de recherche. Et ils ont même leur propre Google Earth, c'est-à-dire des images satellites. Il y a une recherche d'indépendance et quoi? Donc une recherche de souveraineté et de garder sa souveraineté. Et de commercialiser. Et de commercialiser et de faire du business derrière. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est une guerre beaucoup plus intelligente. C'est que, en fait, par exemple, si on prend, je sais pas moi, l'aéronautique civile ou que sais-je, il y a toujours des instances de régulation internationale.
En fait, Internet, pendant longtemps, l'instance de régulation Internet, par défaut, c'était les Américains. Aujourd'hui, en fait, comme les Chinois et les Russes ont réussi en gros à bâtir leur propre système, on se retrouve avec des blocs, mais il n'y a aucune instance de coordination, de régulation au milieu de tout ça. Et l'Europe, comme toujours, on a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais on n'a rien fait. Alors, question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qu'un acte de guerre dans le cyberespace, puisqu'on parle de cyberguerre? Qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui serait considéré comme grave? Si on parle de la Terre, on a une charte des Nations Unies qui définit à peu près ce qu'est une attaque. Dans le cyberespace, c'est quoi? L'espionnage, d'abord. Donc, par exemple, ce qui est arrivé à l'Australie cette semaine, c'est une déclaration de guerre. C'est ça que vous dites? Un acte. En tout cas, c'est un acte malveillant, pour parler le langage des militaires. L'espionnage étant la première étape, l'étape préalable de toute guerre, de tout conflit. La collecte illégale, offensive de renseignements. Sur ce plan-là, on peut dire que tout le monde est en guerre. Et on espionne, y compris ses propres alliés, car on comme on l'a toujours fait, ça veut dire. On peut être alliés politiquement et rivaux. On peut être alliés politiquement et rivaux économiquement ou industriellement. On parle de menaces majeures pour les pays, potentiellement? Si on s'en réfère au livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, on peut s'attendre à des catastrophes quand même. Oui, évidemment, si vous allez chercher toutes les données ultra sensibles d'un pays et que vous aspirez tout ça, pour prendre aussi le langage de ce qui est employé, c'est extrêmement dangereux parce que vous connaissez toutes les failles du pays. Donc effectivement, là, les barrières tombent les unes après les autres. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. On est même au-delà de l'espionnage. On est dans l'acte et dans l'imminence d'un acte majeur. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, en gros, on n'a pas de canevas historique. On n'a pas encore de recul sur... on est en train d'apprendre, on n'a pas de régulation internationale, exactement. Et alors après, le rôle du livre blanc, c'est de faire très peur pour dire qu'il faut mettre de l'argent pour développer aussi. Mais c'est vrai qu'on potentiellement, il peut se passer quelque chose de très grave. Marie, on ne vous a pas entendu là-dessus, parce moi, que c'est pas vos thématiques. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, voilà, votre réaction pourrait être intéressante. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression, effectivement, qu'on poursuit la guerre et l'espionnage par d'autres moyens qui sont aujourd'hui les moyens qu'on a à disposition, à savoir Internet. Et que pendant, effectivement, toutes ces premières décennies d'Internet, tout a proliféré de façon, on peut dire, anarchique. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on doit mettre des barrières, qu'en fait, on peut l'utiliser aussi pour voir ce que fait le voisin. Et effectivement, peut-être, moi, j'imagine, surtout dans un contexte où deux pays seraient en conflit clair, l'impact que pourraient avoir certaines données si elles rentrent en possession d'un pays qui souhaite attaquer, j'en sais rien moi, pour voir où sont ses bases, où sont ses points sensibles. Enfin, on imagine les potentialités complètement folles que peut avoir... Et ça pose la question de comment gérer ce cyberespace quand on voit à quel point le multilatéralisme n'est pas trop à la mode en ce moment. Comment ça se passe pour le cyberespace? Est-ce que ces grandes puissances, pour rester sur les grandes puissances, se parlent entre elles? Est-ce qu'il y a une espèce de dissuasion, comme c'était le cas avec le nucléaire? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui sont enclenchés? Il y a eu l'appel lancé par le président Macron à la fin de l'année 2018, appelant à une sorte de pacification, ou en tout cas au fait de faire attention à ce que le cyberespace ne devienne pas un lieu d'affrontement permanent. Mais enfin, c'est un appel. Oui, enfin, c'est déjà un début, le fait de signaler le fait qu'il y a peut-être une prédisposition au fait d'encourager à une forme de dialogue et de coordination, mais on est très très loin d'avoir des règles du jeu claires et bien établies. Chaque gouvernement essaye de faire des lois en interne, évidemment, pour se prémunir. Je prends juste un exemple français, peut-être. Il y a eu, en tant que public Sénat, au Sénat, il y a eu un texte important qui s'appelle la loi Pacte, ce texte sur la croissance et l'économie. Et là, on parlait de la 5G. Il y a eu des amendements dans ce texte pour se prémunir, justement, sur des cyberattaques, sur tout ce qui touchait aux entreprises, notamment autour de l'installation future de la 5G. Donc voilà, chaque État commence un tout petit peu à essayer de se prémunir en mettant des lois et des pare-feux un peu partout. Et une dernière question qui va nous permettre de boucler la boucle. Période de campagne électorale en Europe, les européennes qui arrivent, est-ce qu'il faut craindre des piratages? Très franchement, oui, il y a des craintes. Je peux vous dire qu'en discutant avec des responsables du parti, la majorité, donc du parti En Marche, du parti d'Emmanuel Macron, il y a une crainte énorme, c'est les attaques pendant les élections européennes avec les fake news, donc les intox, les informations fausses qui peuvent circuler sur la toile. Et ils essayent de se prémunir là aussi en lançant un appel à tous ceux qui voudraient bien y participer au niveau européen pour que tous les citoyens, pour que tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui aillent se mobiliser sur les réseaux, aillent se mobiliser dans les parlements, aillent se mobiliser partout où ils peuvent, dans la rue, pour dire non, on veut pas de ces fausses informations qui pourrissent. Sauf que ça va pas les empêcher. Ça ne va absolument pas les empêcher. Simplement aujourd'hui, ils disent ça peut arriver.
attention, méfiez-vous, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé dans d'autres élections, c'est arrivé pendant l'élection présidentielle française, où dans la dernière ligne droite, si vous vous rappelez bien, il y a eu des informations avérées fausses après qui sont sorties sur le candidat Emmanuel Macron, et ils sont empreints de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas supporté ce qui s'est passé, et donc ils essaient de se prémunir. Et on pourra y revenir très prochainement dans Kiosque. Sous cet angle-là, c'est un angle très intéressant aussi pour parler de ces élections qui approchent. Avant de nous quitter, un mot de la disparition d'un sacré personnage. Pas de cérémonie pour Karl Lagerfeld, qui préférait plutôt mourir que d'être enterré, une tournure d'esprit qui lui ressemblait bien. Le dernier des géants de la haute couture est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait assisté à son dernier défilé en octobre dernier. C'est la dernière fois qu'il assistait à un de ces défilés. Il a été pendant 35 ans à la tête de la maison Chanel. C'est un sacré personnage qui disparaît. C'est aussi, il était de nationalité allemande et pourtant il incarnait l'esprit français, le luxe français, un savoir-faire français, Slimane. Ah oui, c'était une grande figure de la mode et il a réussi à faire de son visage, de ses cheveux, de sa forme, de ses vêtements, une figure emblématique d'un monde qui était le sien. Et là, il a créé... il se définissait lui-même comme un autofasciste. C'est-à-dire qu'il passait son temps à se maltraiter pour être toujours plus créatif. Et cet homme qui a passé toute sa vie sur les tribunes, sous les sunlights, n'a jamais exprimé d'idées politiques, sauf une fois. Et pourquoi? Contre Angela Merkel, il lui reprochait d'avoir accueilli des migrants. Ça, il avait étonné tout son monde. Oui, un sacré personnage, Marie. Oui, effectivement, j'ignorais cette prise de position, mais c'est vrai que voilà, Karl Lagerfeld, c'était l'élégance, et ce personnage, effectivement, voilà, qui rayonnait bien au-delà des frontières de la France, et je crois que c'est une de toutes ces personnalités qui nous ont quittés très récemment parmi voilà ces icônes en fait. Il incarnait un peu un monde à l'ancienne, mais il était assez connecté avec la réalité, avec l'actualité. Moi j'aimais bien son panache, c'est-à-dire ouais, et puis son panache, cette façon un peu même de parler, l'écouter parler, c'était juste fascinant. Moi, j'écoute beaucoup la radio, et écouter Karl Lagerfeld à la radio, objectivement, c'est assez fascinant. L'écouter raconter son histoire familiale aussi, sachant qu'il a toujours menti. C'est quand même fabuleux de savoir s'inventer comme ça une histoire. Mais l'époque des fake news, c'est intéressant, c'est un bon, c'est un bon éclairage. Cette disparition succède à celle d'autres, Sonia Rykiel récemment, Yves Saint Laurent. Une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne dans un domaine, celui de l'industrie de la mode, qui en France va plutôt bien. Qui va plutôt bien, mais qui demande aussi à se moderniser certainement un petit peu. Ils ont trouvé, et là c'est plutôt le côté homme des territoires que vous parlez, ils ont trouvé le successeur, la successrice pour Karl Lagerfeld. Elle s'appelle Virginie Viard, elle est de Dijon. Et ils ont essayé de garder ce côté made in France. Et on va voir si ça continue. Je vous propose qu'on continue avec la semaine de Dilemme. Vous allez voir que l'enchaînement est tout trouvé. On va voir son hommage à lui. Mode, on connaît déjà les tendances printemps-été, nous dit Dilemme. Les mêmes que automne-hiver, affirme ce gilet jaune. Puisqu'on n'a plus besoin de moi, lui répond Karl Lagerfeld en s'en allant. Gilet jaune encore, dans la lutte contre l'antisémitisme, un peu de pédagogie s'impose. Ceci n'est pas un rond-point, c'est écrit sur ce panneau barré d'une croix gammée. Pédophilie dans l'Église catholique, la fin de l'omerta. Vas-y, à toi maintenant, dit un curé à un autre, tous deux assis penauds dans un confessionnal. Au Venezuela, l'aide humanitaire arrive. Zut, la route est barrée, en l'occurrence par le canon d'un char de l'armée. Le président contesté, Nicolas Maduro, a annoncé sa décision de fermer totalement la frontière avec le Brésil à 48 heures de l'échéance. Aucune solution négociée n'est en vue. Et enfin, à 5 semaines du Brexit, la première ministre britannique Theresa May veut encore négocier. Parler dans l'hygiaphone, lui indique ce panneau aux couleurs de l'Union européenne. 5 semaines avant le Brexit, ça donne le tournis. Merci à vous quatre d'être venus en plateau. Merci à vous qui nous regardez fidèlement, comme toutes les semaines, aux 4 coins de la planète. Vous pouvez venir vers nous, nous contacter sur les réseaux sociaux, posez-nous vos questions, faites-nous part de vos commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.